Voilà. Monsieur Pape Diop, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes présent au Sénégal depuis un certain temps. Peut-on savoir l'objet de votre présence dans votre pays d'origine? Vous l'avez dit, quand vous dites votre pays d'origine, c'est que tout simplement, je peux tout à fait y revenir pour voir la famille, je peux y revenir pour beaucoup de choses, mais en réalité, c'est vrai que je viens périodiquement au Sénégal, souvent pour rendre visite à la famille, parfois aussi pour couper un tout petit peu, et puis surtout, je dirais, voilà, pour ne pas m'éloigner définitivement de mes racines. Êtes-vous optimiste cette fois-ci que la coupe revienne au moins au pays de la Teranga? Écoutez, que l'optimisme est un sentiment complexe, délicat, et que il y avait deux manières de l'être. On pouvait effectivement plaider la cause du Sénégal parce que c'est le cœur qui parle, mais il y a toujours des objections, et les objections, ce sont simplement, je dirais, les adversaires qu'il faudra rencontrer, les adversaires qui ne sont pas, je veux dire, venus non plus pour faire la figuration. Donc pour le Sénégal, oui, le Sénégal fait partie des meilleurs, le Sénégal fait partie de ces équipes que l'on présente comme les favorites, mais on sait aussi que la victoire finale ne se décrète pas. Alors je reste résolument optimiste, mais pas dupe, en sachant que le football reste le football et que ces circonstances et ces aléas peuvent parfois vous faire évoluer un résultat. Pape, ça fait presque moins de 10 ans que vous avez quitté la présidence de l'Olympique de Marseille, un club mythique. Que devient Pape? Écoutez, j'ai dit parfois avec le sourire que j'apprenais avec application la paresse, mais bon, fondamentalement, j'essaie de faire aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, de ne plus me préoccuper de ce qui ne m'intéresse pas. J'ai une école à Marseille, une école de journalisme et de communication avec Jean-Pierre Foucault, le journaliste bien connu de TF1. J'enseigne là-bas, j'enseigne aussi au niveau de la faculté l'économie du droit et puis un peu de sociologie aussi. Donc je fais la télévision et puis très, très souvent je suis appelé, c'est vrai, ici ou là, à faire des conférences ou à participer à des débats. Donc j'utilise le temps que j'ai avec, je dirais, le maximum d'envie. Voilà. Je ne fais pas des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais est-ce que vous avez été... est-ce que actuellement cette pression, cet engouement autour d'un club comme l'OM vous manque depuis que vous avez pris peut-être... Pas du tout. Mais moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Hein. J'ai pas seulement fait l'OM, j'ai quand même été journaliste aussi. Le métier que vous exercez, j'ai été agent de joueur, j'ai été c'est vrai, dirigeant de l'Olympique de Marseille. À chaque fois, le métier que j'avais à faire, je l'ai fait de la meilleure manière, sans tenir compte, je dirais, de l'environnement. Donc, oui, être le président de l'Olympique de Marseille suppose, c'est vrai, un contexte particulier, cela suppose une pression inévitable, mais bon, quand on est journaliste aussi, il y a une autre forme de pression. Quand on est agent de joueur, c'est encore une deuxième forme de pression. Donc, de ce point de vue-là, non, je n'ai pas de regrets et puis je ne vis pas avec mon passé. Actuellement, le football moderne, c'est une partie de sport, mais aussi une partie de business. Est-ce à dire en fait que l'Afrique est prête vraiment pour s'engouffrer dans cette brèche en fait, dans laquelle peut-être... vous savez, quand vous parlez du football moderne, bon, j'ai tendance peut-être à nuancer, puisque le football reste le football. Il y a maintenant, c'est vrai, de plus en plus du business dans ce qu'on appelle le football. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Reprenez, je vais vous renvoyer très loin là, les revues du miroir du football des années 60. François Thébault, sans doute un des plus grands journalistes à avoir écrit sur le football, regrettait déjà que l'argent... je dirais, dans le milieu. Il pensait déjà dans les années 60 que l'argent allait gangréner le football. Et c'était des sommes, aujourd'hui je n'oserais même pas, je dirais, les citer, c'était des sommes dérisoires. Alors c'est vrai qu'avec l'évolution que le football a connue, de plus en plus maintenant on se dirige vers des sommes astronomiques, des sommes ahurissantes. C'est le football, c'est le jeu. Et que quand un club comme le Paris Saint-Germain peut acheter un joueur à 220 millions alors que le club auquel appartenait le joueur avait volontairement mis la clause de départ, je dirais, à 220 millions avec la certitude absolue que jamais personne ne viendrait acheter le joueur, c'est qu'aujourd'hui, oui, on est dans
On est dans un monde qui est complètement nouveau, où je dirais les chiffres galopent vertigineusement, c'est vrai. Quand vous transfériez Didier Drogba de Marseille à Chelsea, Oui. je crois que c'était moins de 40 millions d'euros. Oui, c'était moins de 40 millions, mais c'était déjà une somme astronomique. Il y avait un tollé dans le football français. Bien maintenant, sûr. est-ce que vous êtes étonné quand maintenant vous voyez des joueurs qui dépassent ou bien qui plafonnent autour de 200 millions Je ne suis pas vraiment étonné dans la mesure où le premier chiffre qui m'a étonné, moi, c'était le chiffre que Claude Bèze avait mis pour engager le Portugais Chalana. Claude Bèze, le président des Girondins de Bordeaux. C'était 18 millions de francs. 18 millions de francs, je dis bien de francs. Ce qui, en euros, représenterait 3 millions d'euros. Pour moi, c'était ahurissant. À l'époque, j'étais journaliste, je me suis demandé comment il pouvait, sur la table, poser une telle somme. Aujourd'hui, une telle somme, je dirais, on n'achète même pas un paquet de cacahuètes dans le milieu du football avec. Ça veut dire que l'évolution financière que le milieu a connue paraît inévitable, paraît excessive, mais en tout cas irrévocable aussi. Mais justement, en Europe ou bien en général dans les pays dits de grand football, les transferts sont officiellement, c'est-à-dire les chiffres sont officiels. Alors que par exemple en Afrique, au Sénégal par exemple, on voit qu'il y a des joueurs qui partent, mais les clubs ne diffusent jamais peut-être le montant exact. Ils sont officiels, il faut quand même le dire assez rapidement. Il y a des transferts dont les chiffres n'ont jamais été annoncés. Sinon c'est la presse effectivement qui annonce des chiffres, qui croit savoir que les chiffres sont ce qu'ils annoncent. Mais en réalité, on ne dit pas toujours tout. Moi, j'ai toujours souri quand j'entendais que tel club avait offert telle somme pour avoir tel joueur. Moi, si je suis un club, je ne vais pas offrir une somme. Je vais d'abord demander au club où le joueur évolue à combien il peut être transféré. Puisque offrir une somme qui est peut-être au-dessus de ce que l'autre club allait demander, c'est quand même une hérésie. Alors, c'est pourquoi il faut se méfier des chiffres qu'on annonce. Il est vrai que de temps en temps, des chiffres sont annoncés rigoureusement, exactement, mais ce n'est pas toujours vrai. Moi, à l'Olympique de Marseille, je sais qu'ils ont fait des transferts où les chiffres qu'on a annoncés ou qui ont été annoncés, qu'on a approuvés, n'étaient pas les vrais chiffres. Mais quelle est la place de l'Afrique dans cette inflation, je ne sais pas. La place de l'Afrique, elle est exactement là où elle est dans tous les domaines. Dans le domaine économique, dans le domaine financier, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, en fait, au ras des pâquerettes. Il faut dire les choses comme elles sont. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le football africain ne pourra jamais isolément se développer. Le football africain ne peut pas se développer alors qu'il y a des priorités sur lesquelles les gouvernants posent des mouchoirs. On ne peut pas oublier la santé, on ne peut pas oublier l'éducation, on ne peut pas oublier la culture, on ne peut pas oublier l'agriculture et ne penser qu'au football. Quand on va dans certains de nos hôpitaux ici et que des gens meurent dans les couloirs parce que simplement il leur a manqué 6 euros ou 7 euros pour pouvoir se soigner, alors qu'on ne vient pas me dire maintenant que le football va se développer et que l'État doit financer le football. L'État a un devoir régalien, c'est celui de doter chaque pays d'infrastructures de nature à pratiquer le sport de haut niveau et le sport d'élite et le sport de masse. Sinon, si le sport, comme on dit au Sénégal ou ailleurs, qu'il y a du professionnalisme, c'est une entreprise privée. Dans cette hypothèse-là, ce sont ceux qui l'ont initié qui doivent sortir l'argent de leur poche. Parce que si l'État doit payer un football professionnel qui est privé, moi aussi j'aurai le droit d'ouvrir un magasin et de demander à l'État de le subventionner. Donc il faut quand même sur ce plan-là faire extrêmement attention. Moi je suis toujours ébahi quand je vais dans certains pays d'Afrique et qu'on me dise « Oui, est-ce que l'État ne doit pas financer le football ?» Pourquoi l'État doit financer le football alors qu'il y a tellement d'autres priorités? L'État a un devoir régalien, comme je l'ai dit, oui, financer les infrastructures qui permettent la pratique du sport. Parce que le sport bien pratiqué par un peuple, cela participe à la politique de santé de ce peuple-là, de ce pays-là. Ça oui, mais bon, sinon pour le reste, l'Afrique, il ne faut pas rêver. L'Afrique n'est pas, je veux dire, en situation aujourd'hui, ni culturellement, ni politiquement, ni financièrement, ou culturellement peut-être, mais en tout cas de se mesurer, je dirais, aux grandes puissances. Mais on a vu par exemple que des pays comme le Brésil, l'Argentine arrivent peut-être avec des transferts astronomiques, vraiment à quelque part même, à équilibrer même leur balance commerciale. C'est différent. Déjà, ce sont des pays, ça, vous avez cité là, des pays qui sont réellement en voie de développement. Le Brésil, l'Argentine. Ce sont des pays qui voient, ce sont ce que j'appelle moi les pays véritablement émergents.
des pays en voie de développement. Nos pays, nous, ce sont des pays sous-développés. Il ne faut pas se tromper dans les vocables. Bon, à partir de ce moment-là, je veux dire, nous ne pouvons pas avoir les mêmes prétentions ni les mêmes moyens. Et puis on sait que de toute façon, en matière de football, les pays que vous avez cités ont démontré depuis fort longtemps leur suprématie sur le jeu au niveau mondial. À partir de là, on peut comprendre qu'ils comptent parmi les meilleurs joueurs au monde, les Brésiliens. Aujourd'hui encore, c'est un Brésilien qui reste le meilleur joueur, le meilleur footballeur de tous les temps, Edson Arantes Pelé. Bon, Maradona en est un autre qui, lui, a été un Argentin. Messi, aujourd'hui, quand même, démontre aussi des qualités super importantes, supérieures. Bon, on ne peut quand même pas non plus comparer, je dirais, nos joueurs à nous, qui sont, je dirais, quasiment des apprentis professionnels, à ce type de joueurs-là. Un mot, c'est Sadio Mané, le phénomène. Sadio Mané, évidemment, il fait partie aujourd'hui des meilleurs attaquants d'Europe. Il fait partie de ce type de joueur que tous les grands clubs souhaiteraient engager. Maintenant, on peut espérer, nous, au Sénégal, qu'il pourra être le fer de lance, disons, de cette équipe-là. Alors, pour cela, il faut évidemment ne pas se tromper non plus dans l'approche. Beaucoup de gens disent, oui, est-ce qu'Aliou Cissé le met dans de bonnes conditions? Est-ce qu'au Sénégal, il joue dans de bonnes conditions? D'abord, au Sénégal, il n'a pas les mêmes partenaire qu'il a à Liverpool, il faut d'abord le dire. Mais la deuxième chose, surtout, un très grand joueur pour moi, est celui qui, par A ou par B, trouve sa place dans une équipe et contraint l'entraîneur à compter avec lui et à fagoter l'équipe, je dis, à la configurer selon ses propres aptitudes. C'est ça le grand joueur. Mais un grand joueur ne peut pas attendre qu'un entraîneur le place dans de bonnes conditions. Pelé au Brésil a su s'imposer, Maradona avec l'Argentine, Beckenbauer avec l'Allemagne, Platini et Zidane avec la France et même El Hadji Diouf avec le Sénégal. Mais une fois vous avez dit qu'en Afrique peut-être ce qui manque le plus ce sont les infrastructures. On le voit, c'est pourquoi j'ai poussé un cri d'orfraie qui en a étonné beaucoup. Lorsque l'État du Sénégal a donné plus d'1 milliard à la CAF pour que s'organise ici un événement qu'on appelait les Awards, j'ai été très étonné. Je me suis demandé où était la politique de prestige dont on m'a parlé que le gouvernement menait. Je crois que la vraie politique de prestige commence d'abord par la réfection des pelouses ici au Sénégal, qui toutes, je veux dire, sont aujourd'hui dans un état de délabrement extraordinaire. Oui, commençons d'abord par faire en sorte que les pelouses des stades au Sénégal soient conformes. Commençons par donner plus de confort à nos stades. Commençons par donner plus d'air de jeu à tous nos sportifs. Quand on voit rien qu'ici sur la corniche, le nombre de gens le soir ou le matin qui tentent, je dirais, de faire du sport. Alors il y a une autre manière, me semble-t-il, de jouer de la politique de prestige que de donner de l'argent à une instance, en l'occurrence la CAF, peut-être plus riche que l'État sénégalais. Mais on a vu aussi que, par exemple, qu'il y a un nouveau type de mécénat en Afrique. Par exemple, de la trempe de Mamadou Antonio Soare, président de la Fédération de la Guinée, et aussi par ailleurs président du Oraya, qui ont investi dans les infrastructures. Est-ce que ce type d'acte dans le domaine du sport doit être encouragé? Écoutez, moi, si quelqu'un veut être un mécène, pourquoi pas? Dès lors qu'il a de l'argent et qu'il a envie de mettre ça au service des sports et du sportif, moi, ça ne me gêne pas. Ce dont il faut se méfier, c'est parfois, comme je l'entends, c'est de faisons du sponsoring. Le sponsoring en Afrique aujourd'hui n'est pas possible. En tout cas, dans le football, et peut-être même ailleurs. Le sponsoring suppose réellement du gagnant-gagnant. Ça veut dire que si, un objet qui est un téléphone, la société qui fait ça veut me donner de l'argent, il faut en retour que certains de mes éléments puissent vanter les mérites de ce téléphone-là. Or, aujourd'hui, le football africain notamment, on le sait, n'a pas du tout de joueurs représentatifs, de joueurs stars ou vedettes comme on dit, pour mener ce type d'action-là. Donc, cela n'existe pas, le sponsoring comme je l'entends parfois. Le mécénat, oui. Le mécénat, c'est celui qui sort son argent, qui n'attend rien en retour et qui aide le sport ou les sportifs. Ça, pourquoi pas? Il l'a bien fait
Moïse Katumbi Tout puissant Mozambique. Sauf que lui, la différence de lui, il avait commencé par être un mécène. Et c'est parce qu'il a obtenu d'excellents résultats que toutes les sociétés ont afflué pour venir au stade le dimanche. À partir de ce moment-là, il leur a dit, bon, maintenant, nous, on offre du spectacle, mais vous pouvez venir dans ce stade-là, mais en payant. Et là, le mécénat s'est transformé effectivement en business. Et le football est devenu véritablement une industrie. Et quand on voit la clé de répartition des recettes, on voit que peut-être il y a la billetterie, il y a aussi les droits télé. Oui. Ensuite, il y a le sponsoring. Est-ce que l'Afrique peut épouser la même démarche? Je viens de le dire, il faudrait pour cela que l'Afrique ait quelque chose à donner. Aujourd'hui, nous n'avons rien à donner dans les stades. Les stades, il y a 3 chats et 4 tondus. En matière de sponsoring, ce n'est pas possible. Sponsoriser, c'est je vous donne de l'argent, mais vous me donnez quelque chose en retour. Les sportifs africains, les clubs, que peuvent-ils donner en retour aujourd'hui dans des stades complètement vides? Ce n'est pas possible. Donc à partir de là, je pense qu'il faut raison garder, savoir que, comme je l'ai dit, que de toute façon notre football est en retard, comme nous sommes en retard par ailleurs, même si certains footballeurs africains font les beaux jours des grands clubs européens, et que cela a permis à nos sélections nationales peut-être de s'affermir et aujourd'hui de jouer moins du complexe. C'est vrai que quand Didier Drogba s'entraîne avec Lampard ou avec Terry, le jour d'Angleterre-Côte d'Ivoire, il a moins de complexe, parce qu'il les connaît, parce qu'à l'entraînement, il est toujours avec eux. Donc, quand il y a un match qui oppose leurs deux pays, il peut tout à fait aller au maximum de ses possibilités. Par rapport en fait à l'économie du sport que vous enseignez, quels sont en fait les enseignements même liés? L'économie du sport, c'est quoi? Ce sont les contrats, c'est l'établissement des contrats, c'est la durée des contrats, c'est le crédit qu'une association sportive peut avoir, ce sont les salaires qui sont établis, ce sont les produits financiers résultant du sponsoring, ce sont comment ils peuvent être traités. Il y a énormément d'éléments du sport. Mais la CAF actuellement est en train peut-être de s'ouvrir au naming, quoi. Au naming qui est aussi constitue aussi un moyen d'avoir en fait des revenus additionnels dans le sport. Enfin, dans le sport. Est-ce que le Sénégal que vous connaissez, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des gisements en fait? Écoutez, moi c'était un seul club capable aujourd'hui d'abord de bâtir son stade et de jouer du naming. Le naming, on le voit aujourd'hui en Occident, notamment en France. Certains clubs bâtissent leur stade, généralement appartenant à la municipalité, et on fait du naming parce qu'on a besoin effectivement d'un retour financier. Mais au Sénégal, les stades sont d'abord des stades de l'État. Il n'y a pas un club, très peu de clubs qui ont leur stade. Les rares clubs qui ont leur stade ont des petits stades, comme peut-être Génération Foot ou Dakar Sacré-Cœur. Ils ne sont pas dans ces stades-là qu'il faudra parler de naming. Je pense que le naming mérite autre chose, mérite une autre considération. Alors, c'est ce que j'ai dit, une fois de plus, le football sénégalais notamment n'est pas aujourd'hui pas seulement sénégalais, mais africain dans son ensemble. C'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai au Cameroun, c'est vrai dans certains pays. Aujourd'hui, vous allez dans les stades sont désertiques, c'est désert. À partir de là, je veux dire, sur quoi vous vous appuyez pour changer la donne. Moi, je ne vois pas trop. Donc l'offre de spectacle n'est pas encore au rendez-vous en Afrique. Vous-même, le spectacle a été assez étonnamment au rendez-vous à une époque. À une époque, l'époque où on se rendait au stade de Diop à 10h du matin pour voir le match se disputer à 16h ou 17h. Sauf qu'à cette époque-là, les équipes nationales notamment, quand elles jouaient sur le plan international, elles perdaient quasi systématiquement. Pourquoi elles perdaient? Parce que les joueurs éprouvaient un certain complexe à rencontrer des joueurs européens qu'ils ne connaissaient pas. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les joueurs africains connaissent très bien le football européen et n'ont plus ce complexe-là. Donc les équipes nationales africaines jouent leur chance et souvent sont qualifiées après le premier tour du mondial. On le voit. Bon, mais le spectacle aujourd'hui, il est où? C'est à vous de le voir, vous êtes là. Quel spectacle? Il n'y a pas de joueurs. Il n'y a aucun joueur au Sénégal qui soit en mesure aujourd'hui, je dirais, d'être une figure de proue. Il n'y en a pas un. Vous parlez de Sadio Mané, il est en Angleterre.
Et de qui vous allez parler encore? De tous ces joueurs qui s'approchent de Sadio Mané, il n'y en a pas un qui est là. Il n'y a pas un joueur au Sénégal aujourd'hui sur qui on peut effectivement commercialiser, sur qui on peut miser pour... Il n'y en a pas. Donc le spectacle, il est où? Les matchs, je veux dire, se jouent le jour de... je dis n'importe quoi, mais un Jaraaf, Génération Foot, un Jaraaf, même Jeanne d'Arc ou Gorée, si ça se joue le même jour... Quand vous avez à la télévision Manchester City, Arsenal, les gens ont regardé Manchester City, Arsenal à la télévision. Est-ce que la télé n'a pas tué le... Il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la télé. Non, il n'y a pas que la télé. De toute façon, bon, mais donc c'est pas la télé, c'est l'évolution qui a tué le football africain. C'est que nous n'avons pas su une fois encore nous adapter. Nous n'avons pas su nous adapter. Il suffit de regarder les matchs de Coupe d'Afrique qui se passent aujourd'hui. À part le pays organisateur, les stades sont désertiques. Il n'y a personne dans les stades. Et prenez les matchs de l'Euro, prenez les matchs de la Copa América, ça ne parle même pas des matchs de la Coupe du Monde, les stades sont toujours remplis, toujours pleins. C'est qu'il y a quand même quelque part un vice de forme qui paraît originel. Et c'est sur ce point-là qu'il faut peut-être réfléchir et savoir, essayer de voir comment changer la donne. Est-ce que ce n'est pas lié peut-être au pouvoir d'achat des Européens qui ont aussi cette faculté et cette facilité à se déplacer de pays à pays? Je vais vous dire une chose, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Demain, vous diriez que le stade est libre de fréquentation, que personne ne paye. Je ne pense pas que vous remplissiez seulement le stade de moitié. Donc ce n'est pas forcément une question simplement de pouvoir d'achat. Quel que soit le spectacle. Quel que soit, mais le spectacle, il n'y en a pas ici. Le spectacle est en Europe. Pour nos joueurs à nous, pour notre football à nous, il est en Europe, il n'est pas là. Si la question n'est pas indiscrète, avez-vous des projets au Sénégal, en Afrique? Vous savez, moi, je n'ai pas de projet actuellement ici. Les seuls projets que j'ai sont d'ordre familial. C'est de soutenir ma famille, c'est de retrouver, je dirais, ce qui fait que j'aime ce pays. Voilà, mais de projets, oh, je ne peux pas dire que j'ai des projets, non. Pas de projets, pas du tout. Est-ce que peut-être il rentre dans vos intentions peut-être de briguer peut-être la présidente de la fédération, au moins ne serait-ce que apporter peut-être... C'est une question qui m'a souvent été posée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui avaient tenté en France de me faire briguer le poste de président de la fédération. Là-bas, j'ai dit non. Bon, c'est là-bas où je vis depuis plus de 40 ans. Si j'ai dit non là-bas, c'est pas ici que je dirais oui. Je ne suis pas d'Artagnan ou Zorro qui viendrait et qui dirait à tout le monde poussez-vous, j'arrive, je connais tout. Il y a des gens qui sont là depuis des décennies et qui malgré tout font un travail assez remarquable. Et l'environnement du football africain, il est comment? Comment vous le trouvez? Il est ce qu'il est. Il n'y a pas que le football qui a un environnement spécifique. C'est l'Afrique qui a un environnement spécifique. Aujourd'hui, remercions précisément qu'il y ait Internet et que comment dire ça, les espaces se soient rétrécis vraiment. Sinon, l'Afrique, je veux dire, est larguée. L'Afrique est derrière. L'Afrique est derrière. L'émergence du continent peut-il passer par le football? Non, moi, je n'y crois pas. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que le football seul puisse permettre de parler d'émergence. J'ai bien envie qu'au niveau de la santé aussi, on dise ça. J'ai bien envie qu'au niveau de l'éducation aussi, on dise ça. Hein? Le football, ce serait, je veux dire, triste que seul le football puisse connaître cet essor qu'on peut attendre d'un continent comme l'Afrique. Et pourtant, en termes d'apport, on voit que peut-être dans le championnat de France, il y a plus d'Africains maintenant que de Brésiliens. Il y a plus aussi d'Africains aussi qui sont dans les différents championnats. Ça veut dire aussi que les Africains sont en train comment dirais-je, à structure identique. Et les Africains sont capables aussi de faire autant ou bien de faire mieux même. Parce qu'on a vu que par exemple, trois Africains ont remporté le titre de meilleur buteur en Angleterre, oui. En Angleterre, il y a aussi en Turquie aussi un Africain encore, un Sénégalais. Ça veut dire que quand même que dans la performance, les Africains rivalisent aussi avec eux. Peut-être, sauf que
chez nous, nous n'avons pas les infrastructures nécessaires qui permettent à l'expression de ce type de qualité. Et que l'expression de ces qualités-là ne se fait qu'à l'étranger. C'est ce que je dis. J'ai jamais douté, moi, de la qualité des Africains, jamais. J'ai jamais douté de leur qualité. Seulement, on ne leur donne pas les moyens ni le contexte d'exprimer précisément leurs atouts et leurs qualités. Est-ce que vous arrive peut-être de vous approcher des binationaux en général pour leur dire d'aller peut-être répondre à l'appel de l'Afrique ou bien... Oh, mais j'ai eu à le faire, mais c'est du temps où j'étais assez proche de l'équipe nationale, quand j'ai amené Bruno Metsu au Sénégal. Bon, Bruno Metsu, je l'ai amené au Sénégal ici avec l'aide d'Etienne Mendy. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très proche de l'équipe nationale. J'ai été au Mali pour suivre la CAN et la finale du Sénégal. J'ai été en Asie aussi pour regarder le Sénégal se qualifier en quart de finale. Et puis lors après, bon, j'ai pas à m'y mixer dans des trucs qui ne me concernent pas. Je vis en France. Ah, si telle ou telle personne, évidemment, s'approchait de moi et me demandait mon avis, je donnerais mon avis. Non pas en conseiller, mais simplement en quelqu'un avide de dialogue, de discussion, d'échange, voilà. Et moi, j'ai eu les meilleures relations du monde avec ce qui nous manque le plus, peut-être un homme comme Malick Sy, quand il était président. Voilà, un homme qui était un grand président, qui avait de l'envergure. Aujourd'hui, le problème du Sénégal n'est pas seulement un problème de tactique, on met bien les jeux, on ne les met pas, c'est aussi un problème, j'allais dire, d'équipe dirigeante. Il faut, à ce niveau-là, avoir une équipe dirigeante qui sache où aller et qui sache, je veux dire, faire les choses comme il convient. Ça, malheureusement, bon, depuis longtemps, ça nous fait défaut. Est-ce que l'expertise locale, c'est-à-dire via les anciens dirigeants dont vous faites allusion, que ce soit les Malick Sy Souris, que ce soit peut-être les Etienne Mendy, que ce soit les Pape Fall et autres là, qui sont là et qui ont de la qualité et tout, mais bon, malheureusement, leur expertise n'est pas sollicitée. Ben, est-ce que c'est de leur faute? Non. Si leur expertise n'est pas sollicitée, vous avez répondu à la question. Ben, à la limite, si on les avait sollicités et qu'ils aient dit non, je comprendrais, mais si on ne les a pas sollicités, pourquoi faut-il qu'ils se... Bon, moi, il paraît que... bon, je vous le dis comme ça, le président de la fédération a eu l'outrecuidance, il n'a pas eu peur du ridicule, de dire que j'ai été son conseiller. Bon, cela a fait rire certains. Bon, moi, personnellement, je ne savais pas du tout que j'avais effectivement occupé un emploi fictif au Sénégal. Puisque si j'avais été son conseiller, c'est que j'ai eu à utiliser un emploi fictif parce que je n'ai jamais été au courant. Voilà. Pape Diouf, dernière question. On ne va pas trop abuser de votre gentillesse. Le dernier mot, le mot de la fin. Moi, j'ai pas de... Je suis comme vous, je suis dans une attente, je ne dirais pas fiévreuse, mais en tout cas dans une attente impatiente, parce que bon, la Coupe d'Afrique vient de démarrer. Chacun y va de son pronostic. On sait que le football ne s'est jamais nourri véritablement de pronostics, même si le pronostic a très largement fait partie de son environnement. Maintenant, je souhaite évidemment que le Sénégal, qui a un excellent entraîneur, parce que pour moi, depuis toujours, le meilleur palmarès du football sénégalais et de l'équipe nationale, c'est aujourd'hui l'entraîneur actuel qui le détient, Aliou Cissé. Après, on peut me dire ce qu'on veut sur le jeu pratiqué par l'équipe, c'est autre chose. Espérons simplement que cette équipe-là puisse ramener effectivement pour la première fois un trophée que nous n'avons jamais gagné. Nous n'avons jamais gagné un trophée continental, ni en sélection, ni en club. La dernière grande victoire sénégalaise en senior, c'est en 1963, lorsque l'équipe du Sénégal avait gagné la médaille d'or des Jeux de l'amitié. Voilà, encore une fois, on vous remercie beaucoup. Ok, avec plaisir. Et...